Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va évidemment revenir sur ce trip réussi de la part des Bulls à Paris, que ce soit sur et hors des parquets. Euh, un trip qui a failli ne pas avoir lieu en fait, parce que je suis tombé sur une interview de Michael Reinsdorf, euh, fils de Jerry Reinsdorf, proprio des Bulls, qui expliquait là dans une interview qu'il a donnée cette semaine qu'en gros, la NBA demande un peu aux équipes lesquelles sont éventuellement intéressées pour venir aller jouer en Europe. Et les Bulls disaient qu'ils n'étaient pas particulièrement emballés par l'idée, parce que voilà, c'est des longs déplacements, au niveau logistique, il y a plein de trucs à faire, etc. Euh, et j'ai trouvé ça dommage. Je suis pas particulièrement surpris, parce que bon, les Ransdorf, on connaît les personnages, c'est pas, voilà, dès qu'il faut faire quelque chose tout de suite, là, c'est compliqué. Mais c'est quand même ouais, dommage de se priver d'une telle opportunité, surtout quand tu es les Chicago Bulls, que tu es une des franchises les plus iconiques, non seulement de la NBA, mais du sport en général. Euh, donc il expliquait que voilà, ils n'étaient pas forcément chauds à l'idée de le faire, avec le décalage horaire, etc. Ça provoquait beaucoup de changements. On se rappelle qu'en 2018, les Bulls avaient joué au Mexique, mais comme c'était à côté, il n'y avait pas vraiment beaucoup de décalage horaire, etc. C'était pas des longs voyages, donc ça allait. Mais en Europe, c'était évidemment une première depuis, en tout cas pour un match officiel, parce qu'ils étaient venus à Paris en 97 pour 2 matchs de pré-saison. Ils avaient fait un match de pré-saison à Londres également. Donc voilà, il disait qu'ils n'étaient pas particulièrement chauds, mais quand lui, Michael Reinsdorf, en a parlé avec Billy Donovan, avec Carney Chovas, avec Eversley, il a dit qu'ils étaient tous super emballés par cette idée-là, en disant que voilà, c'était l'opportunité de changer un peu la routine aussi, parce que tu vois, tu voyages pas toujours au même endroit, tu fais un voyage à Paris, c'est quand même, euh, ça sort de l'ordinaire, donc tu vois, c'est un peu excitant pour la franchise, pour les joueurs aussi, qui ont eu l'opportunité d'avoir des jours off à droite à gauche pour faire du tourisme, ils étaient tous en famille, avec leurs copines, leurs femmes. Je crois qu'il y avait des joueurs qui avaient leurs parents aussi, qui étaient par là. Je crois que c'était Vucevic, parce que les joueurs européens avaient pas mal de familles qui sont venues les voir. Donc c'était une bonne opportunité pour eux. Puis ça permet de créer plus de liens aussi. Tu passes quasiment une semaine ensemble dans une ville en Europe. Voilà, tu sors à droite à gauche, tu vas faire du shopping, etc. Voilà, ça permet de continuer de développer des affinités avec le reste du groupe. Pour une équipe où voilà, Dragic disait mi-décembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, que voilà, on joue pas les uns pour les autres, etc. C'est pas une si mauvaise idée. Et puis voilà, on a vu les Bulls euh, vraiment passer du temps ensemble. On a vu qu'il y avait une ambiance qui était quand même plutôt sympa dans cette équipe, où les mecs déconnaient bien ensemble. Il y a eu plein d'images où tu vois Dalen Terry qui fait le con pendant les interviews des autres joueurs et tout le monde qui le chambre un peu. Enfin voilà, tu sentais quand même que les gars étaient contents d'être là, que ça leur a fait du bien de couper avec le quotidien, d'être voilà, à Chicago, le voyage, qui sont toujours les mêmes. Et voilà, pour eux, c'était juste une sortie un peu différente et ça permettait de voir autre chose, quoi. Donc au global, je pense que c'était quand même une bonne idée de le faire. Et puis après, donc, on va passer au match et après on reviendra sur d'autres trucs. Mais le match en lui-même, tu, tu- on l'a déjà dit plusieurs fois dans ces vidéos, tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre avec cette équipe des Bulls, avec cette équipe de schizophrènes, comme je les appelle. Parce que même si on a battu Détroit déjà cette saison, on sait que voilà, il y a eu plein de matchs cette année où tu affrontes des équipes de bas de tableau, où il leur manque du monde, où ils sont sur une grosse série de défaites et tu as l'impression qu'on se dit ah, ça va être tranquille, et puis t'as pas forcément la concentration, l'application nécessaire et tu te fais surprendre. Et là, tout le contraire, dès le début du match, très appliqué, très sérieux. Une rencontre que je trouve qu'on a vraiment maîtrisée de bout en bout. On n'a jamais été mené une seule fois dans ce match-là. Euh, on a toujours eu en 10, 12, 15 points d'avance. C'est monté un peu plus sur la fin. Les rares fois où Détroit faisait une sorte de petit run, il revenait au mieux à -9, -7, mais rarement plus proche au score. Et puis à chaque fois, nous, on refaisait un run en guise de réponse pour vite les remettre dans le rétro. Donc c'était une rencontre vraiment ouais, qu'on a bien maîtrisée de bout en bout, avec une attaque assez rythmée. Dès le début, on a clairement affiché notre volonté d'attaquer le cercle, de mettre du rythme. Voilà, des ballons inside avec Vucevic qui a été très très impliqué d'entrée et voilà, qui a mis ses premiers paniers, qui a donné des bonnes passes, qui a pris des gros rebonds. Il avait déjà son double-double bien avant la mi-temps, son 10e double-double consécutif d'ailleurs. Pardon. Et, euh,
Et voilà, il y avait du mouvement, il y avait des bonnes passes, il y avait beaucoup d'attaques du cercle. On a vu Zach LaVine, on a vu DeRozan tout de suite qui faisait son retour après 3 matchs manqués et au bout de 2 minutes, il se faufile dans le trafic et il claque un dunk. Donc il a dit, bon, mon quadriceps, ça va bien les gars, tout est cool, tout est en ordre. Donc voilà, c'était vraiment, voilà, on a mis l'énergie et l'intensité nécessaire d'entrée. On a commencé par un bon petit run et puis Détroit n'a jamais vraiment réussi à trouver son rythme parce que on a été capable de faire des séquences défensives assez intéressantes. On était capable de bloquer leur drive, de pas trop leur concéder de seconde chance au début en tout cas. Après, au fil du match, on a eu quand même un peu plus de difficultés à faire les box-outs. Mais c'est peut-être le seul bémol d'ailleurs de ce match au niveau des Bulls, c'est qu'on a quand même concédé 17 rebonds offensifs. C'est quand même beaucoup face à une équipe qui n'a pas énormément de taille, à part Stewart, etc. Évidemment, il faut dire que Détroit a arrosé, mais de manière assez hallucinante. Ils ont shooté à 40% sur ce match. Donc forcément, quand on voit autant de briques, tu as des opportunités au rebond, hein, parce que voilà, quand il n'y a rien qui rentre, hein, c'est comme ça. Tu as Killian Hayes qui a fini à 2 sur 13 au shoot, 0 sur 6 à 3 points. Stewart, 1 sur 10 au shoot, 0 sur 4 à 3 points. Et il a raté un nombre de lay-up incroyable. Il prenait le rebond offensif, il tentait un lay-up, il le loupait encore. Donc c'était vraiment compliqué pour eux. Il y a eu quelques perf individuel sympa du côté des Pistons, mais c'était un peu, voilà, un peu chacun son tour et ça aidait pas vraiment le collectif à décoller, quoi. C'était un joueur qui enchaînait quelques bonnes actions, et puis après c'était un autre. Euh, Jaden Ivey, Jalen Duren qui ont fait des bonnes choses. Sadiq Bey aussi qui a montré de bonnes choses. Diallo en sortie de banc qui a fait des trucs sympas. Mais voilà, c'était un peu chacun son tour et plus des exploits individuels que vraiment des actions collectives où ils mettaient les Bulls en difficulté défensivement par là, plein de passes pour attendre l'erreur comme plusieurs équipes arrivent à le faire face à nous. Après, il faut aussi rappeler que Détroit jouait sans Cunningham, sans Bagley, etc. Ils avaient pas mal d'absents. Et puis ça reste une équipe jeune qui fait beaucoup d'erreurs et chaque joueur a envie de prouver sa valeur. Donc ça joue un peu chacun pousse sa gueule quand même. Tu avais quand même l'impression que collectivement c'était pas foufou quoi. Mais bon, donc à part ces rebonds offensifs qu'on a concédés, il y a quand même eu des séquences défensives quand même de grosse qualité. On avait souvent les mains actives pour couper les lignes de passe. On a quand même volé 11 ballons pour ensuite foncer en transition, claquer des dunks de barbares. Je vais y revenir. Euh, Même près du cercle, on était parfois bien placé pour mettre des bons contests. On a mis 8 contres sur ce match-là aussi. Donc défensivement, on a quand même fait un taf assez sérieux. Il y a forcément 2-3 fois où c'est passé un peu et les Pistons ont mis quelques points à l'intérieur, aussi avec les rebonds offensifs. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on était assez solide, qu'on a fait les bons efforts. Il y a quelques drives qu'on a laissé passer, mais de l'autre côté, c'était la même chose, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde en tant que carrière des Pistons capable de freiner les drives que pouvait faire Zach, que pouvait faire Ayo, que pouvait faire Demar aussi, qui nous a fait un festival de mid-range. Donc, non, dans l'ensemble, c'était vraiment une rencontre assez maîtrisée. euh, qu'on gagne de 18 points au final, ouais, vraiment de manière assez tranquille. Et c'est notre 13e victoire consécutive contre les Pistons. On est quand même à 13-0 face à eux. Kobe White n'a jamais perdu face à eux de toute sa carrière, donc c'est quand même assez intéressant comme stat. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on a profité de ce trip pour vraiment voilà, mettre un petit peu on va mettre les choses à plat, je sais pas, mais en tout cas, relancer une dynamique qui était un petit peu perdue sur les derniers matchs, même si évidemment la victoire contre Golden State juste avant de partir a également fait beaucoup de bien. En termes de prestations individuelles, DeRozan a été excellent, retour de blessure, et voilà, comme je disais, d'entrée, il a montré que ça allait très bien avec son dunk. Et puis derrière, il a sorti toute la panoplie, il a régalé. Franchement, j'étais avec mon frère qui avait jamais vu de match NBA, et il me disait, le voir en vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'il n'y a aucun dribble, il n'y a aucun pas, il n'y a aucun truc qui est fait par hasard. C'est vraiment, je me déplace de telle manière, comme ça, je fais telle feinte, le spin move, etc., la feinte, et c'est réglé, c'est de l'art en mouvement. C'est de l'art en mouvement et il est tellement en pleine maîtrise de ce qu'il fait que c'est vraiment beau à voir, quoi. Et donc il a fait un festival, il a rentré des mid-range voilà, du DeRozan dans le texte, quoi. Il a régalé sur ce match-là, il a fini avec 26 points, il a pris 9 rebonds, il a été à,
il était impressionnant. Et quand tu sais que c'est son 999e match NBA, bah, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Il a fait ces moves-là et ces feintes-là bah, depuis 12 ans maintenant, 13 ans. Et il continue de provoquer des fautes, d'aller au lancer franc. Il a fait 8 sur 8 au lancer franc sur ce match-là. Donc voilà, du DeRozan dans le texte encore. Vucevic a été très bon aussi, même si on l'a oublié en deuxième mi-temps. On l'a beaucoup passé par lui dans la première mi-temps. Beaucoup de passes à l'intérieur, des post-up. Après, il exploitait avec son avantage de taille où il ressortait les ballons. Il a quand même donné 6 passes décisives. Il a fini avec 16 points, 15 rebonds, donc 4 offensifs. Mais en deuxième mi-temps, on l'a absolument pas utilisé. Il a mis 2 points dans la deuxième mi-temps. Donc il a pris que 6 tirs, il a pris 3 rebonds. On s'est beaucoup éloigné de lui. Après, il fallait aussi que Zach LaVine, que DeRozan euh, mettent des points, fassent leurs stats, etc. Donc bon. Et puis voilà, avec l'avance qu'on avait, on pouvait se permettre de varier un peu notre jeu aussi. On ne peut pas passer toute la soirée à donner les ballons à Vucevic et Jensen non plus. Et parlant de joueurs qui devaient faire leurs stats, Zach LaVine était très très bon. Alors lui, pour le coup, il avait une petite protection sur sa main, parce que comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, s'est enflé là au niveau du haut, au niveau des jointures. Donc c'est pas une grosse blessure, mais c'est quand même un peu emmerdant pour shooter, parce que c'est sa main pour shooter. Donc là, il avait une protection, et bah, ouais, sur les derniers matchs, on avait noté que son adresse n'était pas énorme, mais là, sur ce match-là, il a été quand même plus solide. Hein. Donc, il a mis 30 points de manière très efficace, à 50% au shoot, en allant provoquer beaucoup de lancers avec des drives où il a été intenable. On a été incapable, enfin, les Pistons ont été incapables de le freiner. Et puis, quand ils essayaient de le faire, bah, il faisait faute. Derrière, il mettait les paniers avec la planche, il encaissait le contact et il finissait quand même. Donc, plusieurs N1 de qualité. Et à part un ou deux shoots à 3 points qu'il a précipité, qui n'était pas forcément dans le bon rythme. Tout le reste de son match a été très très bon sur le plan offensif, avec beaucoup de bons choix, etc. Quelques bonnes passes aussi, il a été actif au rebond, donc lui aussi il a régalé, il a signé quelques gestes de bonne classe, avec des slaloms dans la défense pour claquer des dunks et des layups assez impressionnants. Donc ça aussi, quand tu le vois en vrai, avec les qualités athlétiques qu'il a, c'est quand même assez fou. Mais alors, parlant de qualité athlétique, celui qui a fait lever l'Accor Arena 2-3 fois là, Derrick Jones Jr. Alors lui, il n'a pas fait le voyage pour rien. Lui, il n'est pas allé à Paris pour rien. Entre sa demande de mariage réussie avec sa copine et les dunks de barbare qu'il a mis dans ce match, 4 fois, mais il a décollé, mais il était sur un nuage. Il était sur un nuage, lui, à Paris. Lui, il a vraiment kiffé son trip. Ah là 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 là, les dunks qu'il a mis, que ce soit en alley-oop après pick and roll avec Dragic, ou en transition, ou même parfois dans le trafic, tu lui files la balle, hop, il en évite un, et derrière il décolle, et là, bah, t'as plus qu'à t'écarter pour pas être sur le poster, parce que non, c'est monstrueux. Les qualités athlétiques de ce gars-là, sa capacité à décoller à tout moment, c'est monstrueux. Il a été ouf. Il a été ouf. Ayo a été solide aussi, beaucoup de bons choix offensifs, à part un ou deux marchés, et donc des pertes de balles un peu à la con. Mais sinon, son match était correct dans l'ensemble. Défensivement aussi, il a fait un bon taf sur les drives des arrières adverses. Patrick Williams, c'est un peu la même chose, relativement discret, mais il n'a rien forcé. Il a fait un match comme il a l'habitude, avec des bons choix offensifs, sans rien forcer, sans rien précipiter. Il a pris 6 rebonds aussi, il a mis 2 contre. Défensivement, voilà, il s'est imposé physiquement, donc c'était un bon match de sa part aussi. Rien d'extraordinaire, il n'a pas fait des stats fabuleuses, mais voilà, il a été très solide. Et il y en a un sur qui il va falloir revenir, c'est Caruso. 2 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions, 3 contre. La stat la plus Alex Caruso possible, quoi. C'est juste totalement fou. Il a juste réussi, il a mis 2 points sur un rebond offensif, et il met le lay-up derrière, tout seul sous le cercle. Mais derrière, voilà, on sait que c'est pas, et lui aussi il le sait d'ailleurs, que c'est pas un scoreur, c'est pas particulièrement un shooter. Donc il a fait ce qu'il savait faire, il a provoqué des fautes offensives, il a été avec les mains actives pour couper toutes les lignes de passe, dévier des ballons, s'imposer physiquement pour empêcher les gars de partir en drive. Il a fait un match énorme, et ça a eu beau ne pas plaire à Stéphane Brun qui a tweeté que c'était quand même du joueur bien overrated. Stéphane, arrête.
Pourquoi tu dis ça? Non, on n'est pas sur du joueur overrated. Non, qu'est-ce que tu racontes? Il fait exactement ce qu'il sait faire, c'est notre leader défensif. Parle pas comme ça de Caruso, s'il te plaît. Hein. Reste sur RMC à raconter des conneries avec Moscato, ça ira très bien. Euh, Kobe était plutôt bon. Bon, après, il a surtout eu un gros passage dans le début du quatrième quart-temps où il a mis 8 points de suite, dont 2 paniers à 3 points. Après, défensivement, il a fait son taf comme c'est souvent le cas en ce moment, donc c'était plutôt cool de sa part. Le petit souci, c'est Drummond, qui est le seul joueur qui n'a pas foulé le parquet sur ce match-là. Et c'est d'ailleurs le troisième match de suite où il joue pas du tout. Il rentre absolument plus en jeu. Bon, après, les performances de Derrick Jones Jr. font qu'ils lui ont pris sa place. Mais là, ouais, ne plus jouer du tout, c'est. Sur ce match-là, en plus, où voilà, c'est l'occasion de faire participer un peu tout le monde, ça aurait été cool, quoi. Surtout que, surtout que les Bulls ont terminé le match, les 66 dernières secondes, avec Tony Bradley, avec Marko Simonovic, qui avait été rappelé de la G-League exprès, Malcolm Hill, exactement la même chose, avec Terry, et avec Carlik Jones Jr., qui, pour le coup, lui, disputait son tout premier match avec le roster principal. Il avait joué qu'avec la G-League depuis le début de saison, donc lui, première apparition de la saison, c'est à Paris. Et en plus, il a mis un panier en fin de match pour fêter ça, donc plutôt cool de sa part. Lui aussi, il n'a pas fait le voyage pour rien, c'était sympa. Mais voilà, ouais, Drummond, va falloir ouais, essayer de trouver une solution pour ça, parce que peut-être que du coup, si on s'en sert plus, il peut devenir une pièce pour un trade dans les prochains jours, hein, sachant que la trade deadline approche quand même, mine de rien. Donc voilà, à suivre ça. Mais c'était cool aussi de voir un peu tous les autres impliqués. Il faut dire que quand tu mènes d'une vingtaine de points à une minute de la fin, voilà, c'est le moment idéal pour donner un peu de temps de jeu à tout le monde. Et voilà, tout le monde participe et tout le monde est content, quoi. Euh, gros shootout à tous les Bulls fans que j'ai pu rencontrer sur les 3 jours que j'ai passé à Paris. Parce que voilà, on parle souvent sur Twitter ou même là dans les commentaires sur la chaîne YouTube enfin, ou même sur Instagram. Et voilà, on reconnaît les pseudos sur Twitter, etc. Mais c'est toujours bien de mettre un visage sur ces noms-là et aussi de connaître les vrais prénoms des gens aussi. Donc voilà, gros big up, Ibrahim, super cool de te voir. En plus, ton anglais est top. Alexandre, l'historien du RC Lens, c'était cool aussi. Fabrice, a.k.a. Moonwalker Damage, on s'est rencontrés avant le match à l'accord, là, dans les coursives. Euh, voilà, c'était vraiment cool. D'autres rencontres qui étaient super fun aussi avec les gars de CHGO Chicago donc qui font toujours des shows spécial Bulls avant et après les matchs et qui ont fait le voyage à Paris pour l'occasion, qui ont fait un live avec Trash Talk aussi. Donc ils ont été super cool, on a bu des coups ensemble, on a super bien déliré, c'était vraiment top. Jimmy, Matt, Neil qui gèrent des comptes Special Bulls en Angleterre et qui aussi ont des podcasts, etc. Et voilà, plein de fois on discute sur Twitter, mais c'est cool de pouvoir se rencontrer, de mettre voilà, des visages sur des noms et tout ça, donc c'était vraiment fun. Euh, Décidément, j'ai du mal à la gorge. Mais j'ai pas mal gueulé aussi, donc forcément c'est. Mais voilà, j'ai aussi rencontré le vice-président marketing des Bulls, totalement au hasard. J'ai vu Benny à la Tour Eiffel, c'était génial. J'ai posté la photo sur Twitter. J'ai vu Joachim Noah au NBA House. D'ailleurs, ceux qui ont pu y aller, voilà, le NBA House, c'était quand même super cool, avec des bonnes animations. Un coin pour les Pistons, un coin pour les Bulls, avec une sorte de mini-musée, tu vois, il y avait les trophées alignés. Il y avait des maillots portés par Jordan, portés par Dennis Rodman, des chaussures portées par Jordan, Rodman, Tony Kukoc. Il y avait même le trophée du McDonald's Championship de 97 qui était exposé, donc c'était vraiment fun. Et puis voilà, il y avait des interventions tout au long. Il y avait Joachim Noah. Là, samedi, il y avait Lou Holding, il y avait Benny the Bull, il y avait B.J. Armstrong vendredi aussi, Rip Hamilton. Donc voilà, c'était vraiment bien organisé et super cool de la part de la NBA de mettre ce petit genre d'événement en plus, quoi, et de pas juste avoir le match. Puis après, bah, il y a eu des séances de dédicaces à droite à gauche. Il y a eu André Drummond qui était au NBA Store. Il y a eu Zach LaVine à un event privé au Foot Locker sur les Champs-Élysées. Il y a eu Lonzo Ball aussi, même si apparemment il s'est pas pointé.
C'était plus un truc organisé par son père, puis histoire de se faire mousser un peu, j'imagine. Mais bon, voilà. C'était vraiment un- une semaine bien bien réussie de la part des Bulls à Paris parce que voilà, ils ont régalé, ils ont fait le show le jour du match. Ils ont assuré une belle victoire pour repartir à Chicago en se sentant un peu mieux quand même. Et puis voilà, il y a eu plein de contenu vidéo et photos de la part des Bulls tout au long de ces quelques jours qui étaient vraiment fun. Donc voilà, c'était super cool et j'espère qu'ils vont pas attendre 26 ans pour revenir à Paris ou même à Londres parce que bah voilà, ce serait cool de les revoir assez rapidement quand même. Euh, donc maintenant, les Bulls sont repartis à Chicago dès le lendemain du match, hein, donc dès le vendredi ils sont repartis parce qu'il bah, il faut se remettre du décalage horaire, etc. Hein, c'est quand même pas simple. Maintenant, back-to-back dès la reprise, donc ça quand même par contre c'est hardcore. Hein. Les mecs qui font les calendriers, ils ont quand même décidé de bien se foutre de notre gueule. Euh, Tu joues à Paris le jeudi, tu reviens le vendredi, et dès lundi, tu joues Atlanta à domicile, et le lendemain, tu te déplaces à Indiana. Alors certes, entre Chicago et Indiana, le déplacement, il n'est pas immense, mais ça fait quand même voilà, du déplacement. Tu rentres pas chez toi entre les deux matchs, ou tu as très peu de récupération, tu dors pas beaucoup, donc c'est quand même assez compliqué. Et ce match chez Indiana débute un road trip en plus de 3 matchs où tu vas aussi à Charlotte et à Orlando, donc tu t'éloignes de plus en plus. Mais c'est aussi l'occasion, voilà, on affronte là des équipes qui sont un petit peu, bon pas Atlanta parce ils ont gagné leurs 5 derniers matchs, mais t'as quand même pas mal d'équipes en difficulté parce qu'on rejoue aussi Charlotte pas longtemps après, on joue San Antonio, on joue Portland, donc des équipes pas forcément avec des bilans faramineux, donc c'est l'occasion d'en profiter, d'essayer de rajouter quelques victoires au compteur et se rapprocher des 50% le plus vite possible. Si on arrive à être à 50%, ou au-dessus des 50% avant la coupure All-Star, c'est une belle montée en puissance. Donc voilà, ce sera intéressant à surveiller. Et voilà, comme on disait, là, le calendrier, même si tu commences par un back-to-back, après tu joues quand même des équipes de bas de tableau. Donc en n'étant pas trop schizophrène et en étant sérieux et appliqué comme on l'a été sur ce match à Paris, il y a quand même moyen d'enchaîner quelques belles victoires et entamer une remontée au classement assez intéressante. On va évidemment suivre ça. Je sais pas quand je vais pouvoir faire la prochaine vidéo parce que là j'enchaîne avec un autre voyage. Je suis à Copenhague pendant quelques jours, donc je vais essayer de suivre les matchs un petit peu comme je peux et je ferai une vidéo une fois que je serai revenu. Ce qui est sûr, live tweet jeudi soir pour le match contre Charlotte, mais là le back-to-back Atlanta-Indiana, je sais pas encore quand je vais pouvoir me poser devant et voir les matchs, donc on verra bien. Mais en attendant la prochaine vidéo, bah, il y aura les articles sur Twitter, etc. Donc j'espère que vous avez bien kiffé ce match à Paris, ceux qui y étaient, et même ceux qui ont regardé ça depuis leur écran, parce que bah, parfois c'était pas évident. Hein. J'ai vu aussi des histoires de gens qui, comme il y avait eu les grèves ce jour-là, qui n'ont pas pu se rendre sur Paris et qui avaient acheté des places à plus de 300 balles et qui du coup n'ont pas pu y aller. Donc c'est quand même assez problématique, assez emmerdant. Euh, mais donc voilà, il y a eu des histoires vraiment pénibles. Mais voilà, j'espère que un max de monde a kiffé ce match à Paris, que ceux qui ont pu aller au NBA House voilà, ont pu voir Joakim, ont pu voir Liu Holding, ont pu se régaler avec ça, ont pu voir juste un bon match des Bulls qui continue voilà, de monter doucement en puissance pour essayer de remonter au classement. Et puis voilà, on va espérer que ça se poursuive sur les prochaines semaines. Donc d'ici la prochaine vidéo, encore une fois, gros big up à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris. Et voilà, portez-vous tous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.